Les carcasses de voitures dans le viseur des autorités dans la lutte contre le moustique vecteur du Zika. Ce matin, une action a été menée dans le quartier Césaire à Cayenne. Objectif, éliminer les gîtes larvaires. Une quinzaine de véhicules ont été retirés de la voie publique. Une autre lutte, celle des hurleurs de Guyane. Le collectif s'est fait entendre lors d'une table ronde à l'Assemblée avec de nombreux parlementaires. Il se dit déterminé à tout faire pour éradiquer le phénomène de l'orpaillage illégal. Les salaires des prêtres de nouveau versés après leur suppression par l'ex-conseil général. Le président de la CTG annonce qu'il reprend les versements pour les 2 prochaines années. On en parle avec les Veines de Guyane, Emmanuel Lafont, en plateau dans quelques instants. Et puis, c'est un tronçon très attendu qui verra le jour entre la route du Tigre et le quartier de Parc-Lindor. Les derniers travaux sont toujours en cours. La voie reliera Cayenne à Rémire-Montjoly en 5 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre Tranche Info. On démarre ce soir avec les carcasses de voitures dans le viseur des autorités, toujours dans la lutte contre le moustique vecteur du Zika. Après la reprise du service des bégonneuses la semaine dernière, les gîtes larvaires sont visés. Ce matin, une action conjointe de différents services de l'État a été menée dans le quartier Césaire à Cayenne et dans la casse illégale de Galmo. Une quinzaine de carcasses de véhicules hors d'usage, véritables réservoirs ouverts de gîtes larvaires, ont été enlever, une action d'ailleurs très attendue par les habitants qui avaient lancé une pétition. Ayodele Germa. D'un coup de grappin, un repère de moustiques est démantelé. Stationnés dans les rues du quartier Césaire, une quinzaine de véhicules hors d'usage sont emportés dans ce camion. Une action qui s'étendra ces 2 prochaines semaines sur les communes du littoral. On a dressé en cartographie les secteurs les plus sensibles. On est dans une action de prévention, donc il n'est pas question de balayer toute la Guyane. De toute façon, nous n'avons évidemment pas les moyens. En tout cas, oui, l'étude des communes de l'intérieur, en liaison avec les différents responsables, ça viendra évidemment. Ici, à la cité Césaire, les habitants attendaient cette intervention avec impatience. En décembre dernier, une trentaine d'entre eux a signé une pétition pour l'enlèvement de ces carcasses. Car en plus d'être des gîtes larvaires, elles posaient un problème de sécurité. Il y avait les drogués qui venaient dedans et ça, c'était pas sécurisant pour nous, quoi. Des carcasses comme ça sur la voie publique, bien sûr. Il y a les enfants qui jouent, ils sont toujours là à jouer. C'était vraiment pas sécurisant pour eux, quoi. Combiné à l'enlèvement des potentiels gîtes larvaires, la prévention, un message résumé sur des flyers et une sensibilisation transmise par des techniciens. Valérian Gratepin, ingénieur d'études sanitaires, fait partie de l'équipe de Maraude. Nous faisions de la prévention, promotion de la santé autour du virus Zika, expliquer exactement ce que sont les symptômes du Zika afin que les personnes puissent consulter au plus rapidement le médecin s'ils ont les symptômes. Rappeler l'importance de la lutte contre les larves de moustiques. Le moustique pond dans l'eau, se développe chez les gens et une fois qu'il naît, qu'il devient adulte, il pique les gens et dans environ de 150 mètres. Une fois le message transmis, la responsabilité est à la charge de l'habitant. Pour sa santé et celle des autres, il doit veiller à détruire les points d'eau stagnantes, appliquer des répulsifs cutanés achetés en pharmacie et dormir sous une moustiquaire. Les hurleurs de Guyane montent au créneau à l'Assemblée nationale. Le groupement est bien décidé à remporter le bras de fer avec les Garimperos, les orpailleurs illégaux. Une délégation a pu assister ce matin à une table ronde de parlementaires alertés sur la problématique à l'initiative de Chantal Berthelot. Pour certains députés qui débattaient une énième fois sur la question, il est inconcevable que la France, 5e puissance mondiale, n'arrive toujours pas à se défaire de ce fléau. Stéphane Alexandrescu. Un collectif de citoyens regroupés sous le nom de Hurleurs de la Guyane, excédés par l'orpaillage illégal, saisit la députée de Guyane, Madame Chantal Berthelot, afin de porter le problème une fois de plus à l'attention de l'Assemblée nationale. Le combat contre l'orpaillage illégal doit être gagné. Nous, on estime qu'il n'y a pas d'autre moyen et que la France peut se donner les moyens pour le gagner. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que l'État français combat contre ce fléau. C'est notre demande aujourd'hui. Nous, on ne peut pas juger avec nos moyens si l'État fait bien, pas bien. On estime qu'il pourrait mieux faire. Et c'est pour ça qu'on demande une mission d'information parlementaire à la Commission du développement durable pour s'assurer que les moyens, les efforts sont bien dimensionnés, bien ciblés. Madame Berthelot, engagée depuis de longues dates dans la lutte contre l'orpaillage illégal, encourage la mise en place d'une table ronde parlementaire afin d'auditionner les représentants territoriaux sur les dégâts causés par l'orpaillage illégal et les moyens d'y remédier.
on a quand même le constat à l'heure actuelle que les populations de l'intérieur de la Guyane souffrent encore des impacts de l'orpaillage illégal. Et ça, il faut toujours sensibiliser la représentation nationale à cela, parce que c'est nous qui votons les budgets et notre rôle aussi est de contrôler l'action de l'État sur les territoires. Donc le Parlement est dans son action, dans son rôle. Nous avons été interpellés par des citoyens. Nous disons qu'effectivement, on va hurler pour dire que l'orpaillage illégal est une réalité toujours en Guyane. En tant que parlementaire et membre de la commission en développement durable, donc j'ai saisi le président de la commission en lui disant qu'il est souhaitable d'entendre les acteurs de terrain de Guyane pour savoir où est-ce qu'on en est exactement sur l'orpaillage illégal. Devant une assemblée de députés qui, pour certains, découvrent pour la première fois l'activité criminelle de l'orpaillage en Guyane, Madame Bérangère Blin, directrice adjointe du parc amazonien, et Monsieur Chimili Boussoussa, vice-président de l'association des autorités coutumières de la communauté Aloukou, viennent décrire les ravages que produit l'orpaillage illégal sur les populations locales. L'orpaillage illégal a plusieurs types d'impacts. Le premier, c'est l'impact environnemental, c'est-à-dire qu'il va générer donc de la déforestation, donc l'arrachage du couvert forestier, la pollution des cours d'eau avec des matières en suspension. Les boues, ça donne cette couleur jaune. Et il y a également derrière un risque de pollution au mercure, puisque le mercure est utilisé par les orpailleurs clandestins. Donc ce mercure va s'accumuler dans les cours d'eau, dans les chaînes trophiques et arriver donc dans les poissons carnassiers qui sont ensuite consommés par les populations. Les impacts de l'orpaillage illégal sur la population, c'est que il y a une forte pollution, l'eau est sale, boueuse, et les gens ne peuvent plus se laver tranquillement sur le fleuve. C'est là un impact très négatif sur la vie des populations en général. 100 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. Tel pourrait être le slogan des forces armées engagées contre les orpailleurs illégaux. Car malgré un bilan élogieux qui a vu en 2015 la destruction d'un nombre important de sites d'orpaillage, les Galimpieros, ces orpailleurs illégaux, trouvent toujours le moyen de s'adapter et de constamment reconstruire les sites détruits. Ce combat est sans fin, mais les autorités françaises semblent décidées à rester vigilantes. En bref, maintenant, le maire de Regina a été convoqué au tribunal de grande instance par Pierre Désert pour faire reconnaître son droit de propriété sur des parcelles de terre que les deux hommes se disputent après un premier report d'audience à aujourd'hui. L'affaire est finalement renvoyée au 2 mars prochain, et ce, à la demande de l'avocat de la commune afin de mieux préparer le dossier. Souvenez-vous, l'ancien président du département, Alain Tianyong, était entré en conflit avec l'Église et l'État en cessant de payer les salaires des prêtres en 2014. Hier, le président de la collectivité territoriale a annoncé qu'il reprendra leur rémunération dès ce mois-ci, et avec une rétroactivité. Pour Rodolphe Alexandre, la solution est toutefois provisoire. Elle cédera sa place à une autre d'ici 2 ans. Reportage de Mia Pierre. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas regarder ce reportage pour le moment, mais je rejoins de ce pas notre invité pour en parler. Monseigneur Lafond, évêque de Guyane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on verra, comme je vous le disais tout à l'heure, ce reportage où tout simplement on revient sur les faits. Depuis mai 2014, le président donc, du Conseil général a mis fin au paiement des salaires des 26 prêtres du clergé catholique de Guyane. Une annonce donc de reprise aujourd'hui, en tout cas précisément hier avec le président de la CTG. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Écoutez, bon, c'est une offre d'air qui nous est nécessaire. Si nous avions négocié dès le début, on aurait mis 4 ou 5 ans pour arriver au terme de ce privilège, de ce paiement des prêtres par le Conseil général. On va y arriver par d'autres moyens, c'est-à-dire que je pense que d'ici fin 2017, nous aurons trouvé les moyens dans l'Église de rémunérer nos prêtres, comme cela se fait dans l'ensemble du monde. Vous avez déjà une idée justement sur cette manière de rémunérer les prêtres? Non, nous avons déjà fait beaucoup d'appels auprès des fidèles. Je ne cesse de dire, je pense que les fidèles de la Guyane ont les moyens, sans se mettre sur la paille, de permettre à leurs prêtres de vivre. C'est simplement qu'il faut changer ses habitudes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Maintenant que nous avons une date, et une date qui nous donne un délai, nous allons y arriver. En tout cas, la population, elle reste un peu divisée sur cette question malgré la forte majorité catholique des Guyanais. On voit tout de suite quelques-unes de leurs réactions à l'annonce de cette reprise de paiement des salaires avec Mia Pierre. C'est pas normal alors, dans le sens où ailleurs les prêtres ne sont pas payés
et qu'en Guyane, il soit payé, que ça soit pris en charge justement par l'État. Les prêtres ont déjà quand même le denier du culte, etc. Donc je pense qu'ils peuvent déjà s'en contenter, entre guillemets. Le problème, c'est une atteinte à la laïcité par rapport aux autres cultes. Il faudrait verser également un salaire aux prêtres hindous ou aux prêtres aux témoins de Jéhovah ou autres. C'est pas tellement conforme à la République de payer quelqu'un qui est juste pour exercer une religion. Je pense qu'ils font du bien aux gens qui en ont besoin. Ils sont à l'écoute au moins. Quelque part, ils ont raison de financer les prêtres jusqu'à temps qu'ils trouvent une solution adaptée au problème des prêtres. Puisque les prêtres, effectivement, depuis X, ont été payés par le département. Et que ça, c'est une loi qui a été votée. Et qu'on a accepté dans le département. Maintenant, ça dit que pour essayer de ne pas payer, il faudrait peut-être voter, trouver la solution à travers les votes, quoi. C'est tout, quoi, je crois. Payer les prêtres des évangéliques, les musulmans, tout, quoi. Il faut pas. Il faut que les prêtres soient libres. Il ne faut pas que la CTG a autre chose à faire que payer les salaires des prêtres. Si ça a été mis en place comme ça, c'est qu'il y a une raison au départ. Maintenant, est-ce qu'elle est toujours valable ? Monseigneur Lafond, on a vu ces réactions, je le disais, divisées. Quel est votre point de vue justement sur ces propos ? Je comprends beaucoup de leurs raisons. Et nous avons hérité d'une situation historique dont il faut sortir. On ne peut pas en sortir d'une manière abrupte. Comme le disait la dame, le denier de l'Église devrait suffire. Or, les gens n'ont pas donné au denier de l'Église puisque les prêtres étaient payés. Et c'est cette transformation-là de la mentalité de nos fidèles qui prend un peu de temps, mais je comprends leurs raisons. Rappelons rapidement que ces salaires représentent plus d'1 million d'euros par an. Un peu moins d'1 million d'euros. Sur le budget, alors un peu moins d'1 million, je pense qu'il faut que je revérifie mes chiffres. Sur le budget, en tout cas pour la collectivité en Guyane, c'est une exception avec 3 autres départements d'Alsace et Moselle en France. Pourtant, dans un pays laïque, on entendait ce que disaient les personnes tout à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez quand même ce paradoxe ? Mais oui, je viens de vous le dire. Je comprends leur raison, je comprends le paradoxe. Et je dis qu'on n'en sort pas par un oukase, on n'en sort pas sans donner le temps de trouver une alternative. 1 million ne se trouve pas comme ça sous les sabots d'un cheval. Ceci dit, actuellement, c'est 23 prêtres sur 37 et qui reçoivent cette rémunération. C'est 23 prêtres et non plus 26 ? Ah non, puisqu'il y en a qui sont partis depuis 2014 et qui n'ont pas été remplacés. Donc aujourd'hui, ils sont 23, et ils seront moins d'ici 1 an ou 2. Et il y en a quand même d'autres qui sont là, et déjà le denier de l'Église sert à cela. Nous avons doublé le denier de l'Église cette année par rapport à l'année précédente, mais il faut encore le multiplier par 4. Donc on va justement revenir sur cette affaire de 2014 avec le reportage de Mia Pierre. Voilà une nouvelle qui réjouit le clergé, principalement les 26 prêtres du diocèse de Guyane, dont les comptes en banque seront de nouveau alimentés ce mois-ci. Ils recommenceront à être payés. Plus par le département, mais par la collectivité territoriale, avec un effet rétroactif pour les sommes non acquittées. Une situation dont l'ancien département avait tenté de se défaire en arrêtant de verser des salaires aux prêtres guyanais. Depuis mai 2014, les prêtres ne recevaient plus leur rémunération mensuelle de fonctionnaires de catégorie B, même si l'évêque de Guyane, Monseigneur Emmanuel Lafond, conservait tout de même son salaire de catégorie A. Une décision prise à l'époque par le président du Conseil général, Alain Tianyong. Saisi en référé par l'évêque et les 26 prêtres concernés, le tribunal administratif de Cayenne ordonne au Conseil général de reprendre le versement des salaires. Le président du département décide alors de ne pas appliquer la décision du tribunal. S'ensuivent alors des mandatements d'office. Des mandatements d'office qui s'arrêteront en août 2015. Le feuilleton ne s'arrête pas là pour autant. Décidé à mettre fin à cette anomalie, le président de l'ancien Conseil général décide par arrêté en janvier 2015 de mettre d'office à la retraite Monseigneur Emmanuel Lafond, alors âgé de 69 ans. L'arrêt de versement a divisé et divise encore la population et les représentants politiques. Aujourd'hui, le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, dit vouloir se conformer au droit. Il rajoute par ailleurs vouloir trouver une solution définitive dans les 2 années à venir. Il souhaite également obtenir des compensations pour cette charge. Alors, Monseigneur Lafond, nous évoquions les 2 années à venir. Ça veut dire qu'après, on ne sait pas encore ce qui va être mis en place. Avant de venir sur ces possibilités, revenons brièvement sur l'origine de cette disposition qui concerne la Guyane. Elle est assez spécifique. Il s'agirait d'une ordonnance royale datant de Charles X de 1828. Qu'est-ce qui explique exactement ? Alors, nous savons très bien ce qui va être mis en place. À partir de janvier 2018, nous ne recevrons plus rien.
Justement. Donc ce sera à l'Église entièrement. Alors comment elle va le faire? Nous allons nous mobiliser. Bien, mais comme je l'ai dit, il faut du temps. L'ordonnance de 1828 de Charles X tient sans doute à la place que le clergé à l'époque avait dans l'administration générale, non pas du bagne qui n'existait pas, mais de la situation globale au niveau sanitaire et au niveau scolaire sur le territoire de la Guyane. Je pense que ce qui était reconnu à l'époque, c'était l'impact fort au niveau social, d'aide sociale que l'Église vivait à l'époque. Et puis, à l'époque, il n'y avait que l'Église catholique. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que seuls les clergés catholiques se trouvent rémunérés. Parce que d'ailleurs, dans l'autre région concernée par cette disposition, les autres cultes sont aussi en partie financés. Oui, non, se rémunérer de la même façon. C'est-à-dire qu'en Alsace-Moselle, où il y a 3 cultes reconnus qui existaient en 1918, à savoir le culte protestant, le culte catholique et le culte juif, eh bien les 3 sont rémunérés de la même façon. Ils ne sont pas rémunérés par le Conseil général, mais par l'État directement, ce qui est une autre différence avec la colonie de la Guyane de l'époque. Alors donc justement, aujourd'hui, dans 2 ans en tout cas en Guyane, il n'y aura plus ce dispositif pour rémunérer les prêtres, en tout cas par l'État. Qu'est-ce que vous envisagez? On parlait des dons des croyants tout à l'heure. Ce seront les fidèles. Le denier de l'Église doit être multiplié par 4 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Parce que finalement, c'est le cas partout. On fonctionne avec les dons. Exactement. Mais dans un département où les prêtres étaient rémunérés, les dons étaient minimaux. C'est normal. Comme les prêtres étaient rémunérés, les gens ne donnaient rien. Maintenant, de ne pratiquement donner rien à donner ce qu'il faut, c'est-à-dire près d'1 million, plus d'1 million, puisqu'on ne va pas rémunérer seulement les 23 prêtres, mais les 36 ou 37, et je vais en accueillir quelques-uns cette année. Donc effectivement, il faudra trouver beaucoup. Ce sera donc un gros effort pour les croyants ici. Un mot maintenant, Monseigneur Lafond, sur ce tweet, si vous le permettez, qui a un peu animé les débats il y a quelques jours, pendant la période du carnaval. Vous disiez que quand la Guyane mettra autant d'efforts dans les affaires du pays, autant d'énergie en tout cas, comme pour le carnaval, je résume un peu, en tout cas on ira très loin. C'était d'ailleurs une manière de dire qu'il y a une énergie fabuleuse et magnifique qui se déploie autour du carnaval. Vous avez d'ailleurs participé au carnaval? Non, je suis allé à une des parades, mais je veux dire par là qu'il y a une mobilisation qui est réelle, il y a des talents énormes, des talents artistiques, des talents de fraternité qui sont magnifiques, et ça, nous en avons besoin pour le développement de la Guyane. C'est tout ce que je disais, au fond. Et de même qu'on peut se mobiliser pour 1 mois ou 2, on doit pouvoir se mobiliser d'une façon beaucoup plus forte pour qu'on n'ait pas la moitié des jeunes qui soient sans emploi, qu'on soit obligé d'importer encore du lait, des yaourts et des œufs de métropole alors qu'on a tout ce qu'il faut ici. Enfin voilà, c'est tout ce que je disais. C'était pas contre le carnaval, c'était pour dire on a des talents dans une pipe, utilisons-les toute l'année. En tout cas, je pense que le message est bien passé, je l'espère. Merci beaucoup, Monseigneur Lafond, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans l'actualité, toujours à Montjoly, l'abattage d'un arbre fromager centenaire dont les racines s'étendaient le long de la route des plages à la hauteur du carrefour de l'avenue Tropicana provoque l'indignation après la mise en chantier d'une parcelle de promotion immobilière d'un peu moins d'1 hectare sur laquelle l'arbre se trouvait. Il a été abattu. Un expert avait déterminé que la structure de l'arbre représentait un danger potentiel pour le voisinage. Les précisions du maire de Remire-Montjoly au micro de Xavier-Paul Lepelletier. Malheureusement, cet arbre, ce fromager, est sur un terrain privé. J'avais largement discuté déjà avec le promoteur pour lui dire que cet arbre était très beau et qu'il était assez symbolique en Guyane. J'ai reçu le jour même un courrier du promoteur me faisant savoir que malheureusement, elle était obligée de prendre la décision de couper cet arbre, compte tenu du fait que l'expertise qu'elle avait menée, d'une part avec l'ONF et je pense avec aussi un particulier, lui avait fait savoir qu'il présentait un certain danger actuellement, compte tenu des travaux qui ont déjà avancé, et que si ce n'était pas maintenant, plus tard, cet arbre risquait de tomber sur soit des logements, soit sur des ouvriers qui travailleraient sur le. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons le tronçon très attendu entre la route du Tigre et le quartier de Parc-Lindor à Remire-Montjoly. Et puis nous irons en Guadeloupe où des unions de consommateurs ont enclenché une action de lutte contre la contamination du chlordécone. Des reportages à suivre dans quelques instants.
Un tronçon, je vous le disais donc, de route reliant Cayenne et Remire-Montjoly en moins de 5 minutes subit en ce moment ces derniers coups de pelle. Une nouvelle voie d'un peu plus de 2 km qui devrait être ouverte à la circulation sous peu. Nous sommes allés à la rencontre des responsables du projet et des habitants qui observent la transformation radicale de leur quartier. Xavier Paul Lepelletier. Relié en à peine 5 minutes le cimetière de Cabassou aux âmes claires, ce sera très bientôt possible grâce à un nouveau maillage. Ces chemins patients entre la route du Tigre et la cité Lindor que se situe le chantier dont la principale problématique était d'en aménager des zones humides. La collectivité territoriale de Guyane s'est substituée à la mairie pour porter ces travaux. Alors ce sont des travaux qui ont démarré au mois de juin 2015 pour 2,6 millions environ d'euros. Et donc sur cette opération, on a dû réaliser complètement à la fois le revêtement, mais tout ce qui est aussi éclairage, puisque comme vous le verrez, sur cette voie on est totalement éclairé et totalement bituminé. On se situe entre la colline, la montagne du Tigre et le Mont Sec et les marécages de Cabassou. Donc on est sur une zone un petit peu délicate, au point de vue géotechnique et hydraulique. L'essentiel des travaux est achevé, donc alors ce qui est toujours un petit peu long, ce sont les finitions, on va dire le parachèvement, hein, c'est la mise en sécurité de l'ouvrage pour qu'on puisse ouvrir la chaussée dans des parfaites conditions de sécurité. Pour Camille, qui a grandi dans ce quartier qu'il considère comme la campagne, ce désenclavement a des avantages évidents. Quand il y avait la saison des pluies, on ne pouvait plus circuler puisque l'eau à l'entrée monte à peu près 1,50 m au niveau des reins. Donc quand il y avait la grosse saison des pluies, nous, si on était au fond, on était bloqués. Si vous étiez à l'extérieur, vous ne pouviez pas plus rentrer chez vous. Donc normalement, si la route a été bien faite, elle a été rehaussée pas mal, donc je pense qu'on pourra circuler même en saison des pluies. Et puis bon, on va moins user nos amortisseurs, nos billets de direction et compagnie. Mais ces changements apportent leur lot d'incertitudes et de craintes. Je pense qu'avec la route, il y aura plus de circulation. Et puis bon, comme le chemin va aux âmes claires, donc on aura, je pense que tous les gens de Montjoly vont certainement passer par là, donc il y aura plus d'affluence. Là, on sera obligé de fermer nos portes maintenant. Parce qu'avant, on ne fermait rien, on était à la campagne. On nous a fait une longue ligne droite. Il y a plus de 900 mètres de ligne droite et on a déjà des gens qui viennent faire la course dessus. Donc ce serait bien peut-être que, je ne sais pas si c'est possible de mettre des dodanes pour éviter qu'on vienne faire du tirage ici. Attendu pour début mars, l'ouverture de la voie ne signifiera pas forcément l'achèvement définitif des aménagements. Des riverains ont reçu lundi un courrier de la mairie afin qu'il leur rétrocède encore du terrain. Et sachez que la circulation entre le giratoire des Maringouins et l'échangeur de Balata demain et vendredi sera fortement perturbée. L'axe sera réduit pour cause de travaux. D'importants ralentissements sont donc à prévoir entre 9h et 16h. En Guadeloupe, maintenant, l'Union des paysans guadeloupéens et l'Union des consommateurs, soutenue par Caraïbes Écologie Les Verts Guadeloupe, ont enclenché une action pour identifier les responsables de la contamination des sols par le chlordécone. Une conférence débat était organisée hier soir au centre Rémy Ninsouta de Pointe-à-Pitre. Isabelle Hameau. Salle comble hier soir au centre Rémy Ninsouta. Un public très attentif au discours d'Harry Durimel, le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts veut obtenir justice 10 ans après la plainte déposée dans le dossier du chlordécone le 23 février 2006. Un dossier sensible et quasi oublié des autorités. Mais 10 années, c'est 10 années où ils font des petits actes, notamment ordonner une expertise, des choses comme ça, mais on n'entend pas les fauteurs, les fautifs, les ministres, Soissons, Mermaz. On devrait les entendre, comme lorsqu'on fait, quand on soupçonne votre voisin d'avoir volé chez vous, on interroge le voisin, et si on n'est pas convaincu de sa culpabilité, on le laisse filer. Pourquoi dans notre quête, on ne fait que ce qui est de nature à nous faire baisser les bras, faire aller l'affaire à Paris, demander beaucoup d'argent, refuser de faire des tests. On ne comprend pas, c'est un scandale de santé publique. Et les gouvernants qui sont censés nous protéger font tout pour entraver notre quête de vérité. Dans les cas de grippe aviaire, Mediator, tous les problèmes qu'il y a en France, vous entendez, les mesures sont prises, on indemnise les agriculteurs. Pourquoi nous? C'est parce qu'on est loin du centre, on est loin de Paris et qu'on nous oublie. Discussion, débat, mais aussi l'occasion de mettre l'accent sur l'impact du pesticide qui touche principalement la basse terre. Outre sa capacité de s'accumuler dans les plantes, le chlordécone est classé comme cancérigène,
Utilisé pour rappel jusqu'en 1993 aux Antilles, l'insecticide continue de polluer les cours d'eau selon une étude de l'INSERM. Les populations locales restent donc les premières victimes de cette contamination, d'où la signature en masse d'une pétition. La mobilisation de ce soir, ce n'est qu'une première étape. Nous avons voulu, pour rencontrer la population, la sensibiliser, et vous avez pu voir qu'elle est sensibilisée. Donc nous allons par conséquent mettre en place une coordination avec des personnes de toute origine, des scientifiques, des marins-pêcheurs, des agriculteurs. Cette coordination va réfléchir sur des modalités d'action concrètes et pratiques. Depuis 2006, plusieurs plans d'action ont été lancés contre la pollution du chlordécone aux Antilles. Gérer les espaces contaminés et informer la population ont été les grands axes. Des actions qui devraient durer encore jusqu'en 2020. Une façon pour les autorités, selon Harry Durimel, de causer le retard. En Martinique, maintenant, prendre en charge non pas des élèves, mais des jeunes motivés et ambitieux, c'est ce que propose la Marine nationale. Comme tous les corps d'armée, elle a mis en place une grande campagne de recrutement. Sa cible, des jeunes Français âgés de 16 à 25 ans. Théo Lamont en fait partie, il a 18 ans et ce jeune homme a choisi de se lancer dans la grande aventure de la Marine. Sabrina Doré. Vous avez bien reçu mon courrier? Oui, j'ai bien reçu. Parfait, asseyez-vous. Merci. C'est le grand jour pour Théo. Cela fait 3 mois qu'il a franchi les portes de ce bureau pour la première fois. Et aujourd'hui, c'est officiel, il va réaliser son rêve, partir en école navale. Voilà, donc vous acceptez votre contrat dans la Marine nationale. C'est pour pouvoir naviguer, donc, parce que j'aime ça. Et c'est à la suite d'un stage que j'ai effectué en 3e dans la Marine nationale que ça m'a donné l'envie de rentrer dans la Marine en fait. Je me sens bien, je suis plutôt impatient de découvrir ce qui va se passer et puis voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Comme lui, ce sont 10 candidats antillais qui sont partis en formation depuis le début de l'année. Le secteur recrute, toujours à la recherche de forces vives pour garantir sa capacité opérationnelle. Dans la Marine, nous recrutons de jeunes candidats qui sont âgés de 16 ans jusqu'à 25 ans et qui peuvent être du niveau 3e jusqu'à Bac+2. Nous les recevons au bureau de recrutement et on les aide à monter leur projet d'engagement dans la Marine nationale, donc à choisir une filière en fonction de leur bagage scolaire, mais aussi de leurs affinités, de leurs choix personnels pour avoir une spécialité. Plusieurs étapes entre la première prise de contact et le départ en formation, un dossier de candidature à remettre, une visite médicale pour vérifier l'aptitude physique et des entretiens de motivation. Avant tout, on essaie d'expliquer aux jeunes candidats qu'ils sont d'abord militaires, ensuite marins, et après ils ont une spécialité dans la marine. Avant de parler de guerre, on parle des qualités du marin dont le candidat doit faire preuve et il sait très vite s'il peut être marin ou pas. En plus d'aimer vivre ensemble, il faut également être prêt à la mobilité. Cela fait 7 ans que Kylian est engagé au sein de la Marine nationale. Il a fait le tour du monde et pour les 3 prochaines années, il restera basé en Martinique. Oui, ça plaît. Ça gêne, c'est sûr qu'il y a quelques contraintes. Mais j'en profite pendant que je suis encore jeune. Avant de me poser complètement plus tard. Et là, j'en profite encore de voyager, ça ne me dérange pas. Puis ça me permet de voir pas mal de choses dans le monde. Et là, en plus, ici, c'est une région que je n'ai pas encore fait, donc j'en profite. L'armée est le 4e recruteur de France et premier recruteur de jeunes. 20 000 nouveaux soldats ont rejoint les rangs en 2015. Jusqu'à l'an dernier, l'État annonçait une réduction des effectifs, mais les récents attentats ont changé la donne. Ce recrutement, il perdurera et il perdurera éternellement, dans le sens où il ne resterait qu'un seul régiment. Il faudrait quand même des jeunes. Donc il y a un brassage énorme dans les forces armées. Si 20 000 nous rejoignent cette année, ce sont peut-être 15 000 qui vont nous quitter parce que fin de contrat, parce que fin de carrière et ainsi de suite. Vendredi, Théo partira pour Cherbourg, un nouveau Martiniquais qui gonflera les rangs. Pour l'heure, seule une femme s'est engagée ces 6 derniers mois. Pourtant, la marine n'est pas contre la féminisation de la profession. C'est la fin de votre page d'actualité locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.